Outside storms can rage. Des tempêtes font rage Hammer et le gel martèle nos murs de son souffle. against our walls. That's when Nous disons, c'est l'hiver, and smile. et nous sourions. So what? Et après, We face the fact nous acceptons le fait qu'il durera au moins 8 mois. 8 months. But all Mais nous tous, dans le Nord, humains et animaux, animals long attendons l'été avec désir. we are beside ourselves. Nous brûlons de joie quand il arrive. And when she goes, Et quand il part, we feel as if c'est comme si nous l'avions connu depuis toujours. time. For we love Car nous avons chéri chaque moment de sa présence. presence. Then Alors, la toundra se colore, blazes, s'enflamme, brille, we know et nous savons, à cet instant, it is qu'elle rayonne de toute sa beauté. beautiful. Bientôt quelques degrés de plus, et son niveau et sa colère monteront encore un peu, à nouveau. La mer tente de nous intimider, et enrage de nous voir imposer des frontières autres que celles qu'elle a dessinées. Nous arrivons au nord, au royaume de Norvège. Nous suivons l'ancien mouvement des hommes quand ils partirent à la recherche de nouveaux espaces fertiles où s'installer lors de la fonte des glaces. Nous découvrons des formes indescriptibles. Une force envahissante semble nous surveiller sans répit. Nous songeons à notre faculté à dessiner nos propres routes, aux côtés de chemins proposés par les eaux. Nous admirons notre aptitude à composer avec la roche, la glace et l'eau, et à nous adapter. Parfois, certaines règles se rappellent à nous et à ceux qui veulent bien les entendre. Mais nous voulons tout de même croire que ces espaces hostiles et glaciaux, libérés par le retrait des glaces, nous invitent avec bienveillance à les occuper. Nous contemplons la faculté de certains à pousser toujours plus vers le nord, à la recherche de quelque chose. À Oslo, nous regardons ces édifices fous que nous avons bâtis progressivement. Un millénaire de construction, de changements et d'espaces colonisés, par crainte d'être trop petits et de subir les règles naturelles. Soudain, nous n'y voyons que du métal et des formes artificielles posées sur la mer, qui continue de monter à son rythme. Latitude sud. Dans la municipalité d'Aurland, à l'extrémité du Nærøyfjord, c'est Gudvangen, la maison de Dieu près de l'eau.
C'est la maison de Njord, le dieu de la mer et des vents. C'est aussi celle de quelques habitants ayant renoncé à l'urbanisme des grandes villes. Parmi eux, quelques visages épris d'histoire font renaître les voix du passé. Adrian Spendlow est un auteur, un conteur et un poète. Adrian Spendlow est un skald. Comme il y a 1 millier d'années, lorsque le peuple qu'il révère occupait ces terres, le skald écrit, le skald compose, le skald récite, en l'honneur de son chef. Njardar, cité viking, regardez. Quel bon vent vous amène du rêve, le créateur, des mondes, l'animateur, de l'amour, le donneur, d'histoire, le raconteur, de l'avenir, le lecteur, des peurs, le chasseur, à la bonne heure, d'équipe, le meneur, de liberté, le géniteur, de Gudvangen, le leader, de don, le bienfaiteur, de tout, le protecteur, du passé, le tisseur, de paix, le vecteur, des doutes, le tueur, bourreau des cœurs, initiateur, que nos amours et fortunes durent toujours, tout cela grâce à notre chef. Un homme simple, pareil à nous tous, qui fait naître les choses en un clin d'œil et donne à ce lieu son âme. Que l'on me laisse le dire et le redire, rendons grâce au Dieu. Nous avons un chef. Georg Hansen. Nom de chef, Olafur Redarsson. Aux côtés d'une poignée de maisons silencieuses attendant patiemment les premiers jours de printemps, il a bâti ses édifices. Georg et ses formes artificielles jouent selon les règles vikings, dans les allées de Njardarheimer, sa ville. Parmi ce groupuscule de murs de bois, la maison verte est la sienne, celle du chef. Cette idée m'est venue il y a environ 23 ans. Mais il a fallu 21 ans avant qu'elle ne prenne forme. Pourquoi ai-je fait tout ça? Pourquoi suis-je ici? Nous sommes assis dans la grande salle et il y a une bonne raison à cela. Mon ambition est d'abord d'apprendre aux enfants notre histoire culturelle. Et pourquoi l'ère viking est considérée comme l'âge d'or de la Norvège. En Angleterre, quand on évoque cette période, on parle de culture. Mais en Norvège, quand on étudie les vikings à l'école, on nous parle de viol et de pillage. Les vikings voyageaient, ils violaient, ils pillaient, ils brûlaient des villes, tuaient. Mais ce n'est pas toute la vérité. Tout cela est arrivé, mais l'important est ailleurs. C'était un peuple avec une culture qui voulait survivre. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui d'apprendre aux gens que les Vikings étaient des gens normaux. Et ils avaient de très nombreuses aptitudes. C'est probablement pourquoi nous sommes devenus si célèbres. À l'époque, nous vivions dans un pays aux ressources limitées. Les Vikings avaient un secret. Ils ne craignaient pas la mort. Pourquoi? Car après leur mort, ils voyageraient dans un monde meilleur. Ici, dans le monde des vivants, ils buvaient et festoyaient. Et la plus belle chose à accomplir était de se livrer au combat. S'ils mouraient au combat, ils rejoignaient alors le Valhalla pour s'asseoir aux côtés d'Odin dans sa demeure et boire et manger toute la nuit. Le matin, ils retournaient sur le champ de bataille pour s'entretuer. Et l'après-midi, ils ressuscitaient du monde des morts. C'était le paradis pour les Vikings. Pourquoi donc avoir peur de mourir?
Toujours à l'arrivée du printemps, les montagnes chantent. La roche et la glace se brisent. Nous appelons ça la musique viking, car c'est un son qui résonne ici depuis toujours. En haut de la montagne, il y a une grotte. C'est le dernier lieu sur Terre où vit un dragon. Et on dit qu'il est le dernier. Parfois, dans cette vallée, on aperçoit de petits nuages à 10, 15 ou 20 mètres au-dessus de l'eau. Et nous savons alors que le dragon est passé le matin. Ce lieu appartient aux dieux. Nous ne sommes que de passage. Nous n'existons que pour le protéger. La première route d'Europe était celle-ci, la mer. Et les navires vikings pouvaient parcourir le globe sans difficulté. Rien ne les arrêtait. Pourquoi? Au temps des vikings, les préservatifs n'existaient pas. Mais j'imagine que les gens aimaient prendre du bon temps, comme aujourd'hui. Ils avaient donc beaucoup d'enfants. Mais dans un lieu comme celui-ci, il n'y a pas beaucoup de terres ou de fermes dont les enfants pouvaient hériter. Ils devaient donc partir. Ils durent partir et prirent la mer, sur des routes maritimes faussement calmes. Leurs navires, aux lourdes planches de bois percées de chevilles forgées, les transportèrent à des distances improbables. L'expansion viking fut celle d'un peuple de la terre et de la mer, de la roche et de la tempête, qui affirma avec force ses talents de navigateur et de commerçant. Les frontières étaient celles dessinées par les peuples et par les eaux. Parfois, quand un embarquement pressentait qu'il s'approchait des terres, ces hommes envoyaient un oiseau en repérage. Il s'envolait, et s'il ne revenait pas, les hommes savaient alors que la terre était proche, et ils poursuivaient leur route avec confiance. La tête de leur bateau était aussi à leur service, sur ces voies sur lesquelles ils imposaient leur présence. Sur le navire, la tête de dragon servait à effrayer les esprits de la terre. Quand les Vikings partaient en voyage, ils utilisaient ces têtes de dragon afin de s'assurer que les esprits de la terre dans les pays où ils se rendaient prendraient peur et ne leur nuiraient pas. Mais ils devaient aussi pouvoir retirer ces têtes. Car si vous arriviez par exemple en Islande avec une tête de dragon sur votre navire, vous seriez pris pour un ennemi et on tenterait de vous chasser. Vous n'auriez plus jamais la permission d'amarrer sur une plage avec une tête de dragon. C'est à cause de ces têtes que nous appelons ces bateaux les navires des dragons. C'est légèrement différent d'un bateau viking en effet, mais moins élégant tout de même. Il ne reste que quelques semaines avant que le printemps imprime la terre des fjords des couleurs de la Renaissance. Le vent transporte les particules de chaleur qui demain termineront d'éteindre l'ultime résistance d'une glace qui s'accroche avec obstination. C'est le temps de la fonte des glaces, celle d'aujourd'hui et celle d'il y a 10 000 ans, lorsqu'une enveloppe glaciale et inhospitalière recouvrait tout. Les temps et les bateaux ont changé, mais les montagnes demeurent solidement en place et continuent à scruter nos déplacements avec suspicion. Elles témoignent des histoires de ces hommes qui laissaient leur famille pour un temps indéterminé. Ma femme, mes enfants, je pars en Angleterre, en France ou ailleurs. Là-bas, je trouverai des terres de commerce et de fertilité, desquelles je ramènerai objets, richesses et prospérité. Ils reviendraient donc 2, 3,
4 mois plus tard, certains ne reviendra jamais, aspirés par une mer impossible. Mais tous, sur ces routes de migration, observaient avec stupeur et gravité les édifices monumentaux qu'ils n'avaient pas construits et devant lesquels il conviendrait, pour toujours, de s'incliner avec respect. Georg et les habitants de la région sont traversés d'une conscience de vivre sur ces terres de transition, entièrement dessinées par une force plus puissante que la leur. Ils savent qu'ils ne sont pas les premiers à vivre ici. Parfois, au crépuscule, leurs ombres partent à la recherche des dieux, d'un souvenir ou de quelque chose. Un autre système de communication important pour les Vikings étaient les runes. Les runes étaient gravées dans la pierre afin de nous faire savoir, à nous, 1 millier d'années plus tard, que leur mère, leur père, leur frère ou leur cousin, morts de maladie ou au combat, leur manquaient. La plupart des runes gravées sur pierre étaient des hommages à ces personnes. Les runes étaient aussi utilisées par Volva, la prophétesse. Elle les gravait sur des os, les lançait et vous disait la bonne aventure. D'autres runes disent « embrasse-moi ». Celle-ci dit « je t'aime, aime-moi ». Des lettres d'amour, des inscriptions sur des tonneaux de poissons, des choses comme ça. À quelques kilomètres de Gudvangen, la petite ville d'Aurland. Entre quelques maisons rouges et leurs balançoires, l'étrange monticule du Ting, l'ancien tribunal viking, demeure. Il y a 1 millier d'années, c'est ici que les jugements avaient lieu, devant un public pouvant atteindre des centaines de personnes. Les lois n'étaient pas rédigées par écrit, mais le juge du Ting les connaissait par cœur et les déclamait en public. Plus tard, les lois anglaises et françaises notamment s'inspireraient de ces anciennes règles pour écrire les nôtres. Il y avait beaucoup de lois à propos du meurtre et de sa punition, mais aussi sur la bonne manière de tuer quelqu'un. À cette époque, il n'y avait pas de police, personne pour vous arrêter. En cas de conflit, s'entretuer était un moyen rapide de régler le problème. Mais si vous vous y preniez mal, on considérait ça comme un meurtre bâclé. En bref, vous n'étiez pas très professionnel. Si vous aviez tué un fermier ou un homme dans les parages et que vous vouliez cacher son corps, alors vous le jetiez dans la rivière. Mais si un témoin se jetait à l'eau pour sortir le corps et qu'il se mouillait les cheveux dans cette opération, alors vous deviez payer une amende supplémentaire de 10 pièces d'argent. Si vous vouliez tuer quelqu'un à la hache, mais que votre premier coup n'était pas fatal, alors vous recommenciez. C'était aussi un meurtre bâclé. Et vous deviez payer 10 pièces d'argent pour chaque coup supplémentaire. Il est dit aussi que si 2 hommes étaient en conflit, ils pouvaient se tenir mutuellement par la barbe et tirer. Le premier qui tombait au sol avait perdu. Les femmes aussi avaient le droit de divorce. Si un mari frappait sa femme en public, plus de 3 fois, elle pouvait demander le divorce. Elle pouvait aussi conserver ses biens en partant. Également, si un homme ôtait sa chemise en public et que ses tétons étaient vus par une autre femme, son épouse pouvait aussi exiger le divorce.
Le soleil continue de s'élever sur la vallée d'Aorland. Certaines machines sont encore endormies. Mais Layla est déjà au travail. Elle répète les gestes des fermières et des fermiers qui s'installèrent dans la vallée il y a 300 ans. Au milieu des roches et des rivières, ils trouvèrent des terres rendues fertiles par le retrait des eaux. Ils dégagèrent des sentiers, délimitèrent des terrains, tracèrent des routes. La vie s'organisa. Layla, c'est un monde intemporel qui travaille avec énergie à ne pas s'éteindre. Face au Harlandsfjord, la vieille ferme d'Otterness résiste. Mais elle est pratiquement endormie depuis des problèmes de gestion et de propriété qui traînent depuis plus d'une décennie déjà. Parfois, la flamme se rallume et ces murs de bois vieux de plus de 300 ans se réveillent au rythme cardiaque de Layla, sa voix la plus forte. La timidité et la réserve que nous avons lues sur le visage de Layla lors de notre première rencontre s'est vite estompée au profit d'une volonté de nous emmener dans sa vision et ses rêves. Vous entendez les rochers? Le matin, j'aime venir ici et boire mon café. C'est paisible et plein de bonnes énergies. C'est comme un voyage dans le temps. Vous n'êtes pas en 2018. Vous êtes très loin en arrière. Layla a insisté pour cuisiner pour nous une matinée entière. Elle prépare, entre autres, des boulettes de mouton qu'on ne trouve pas au restaurant, le saumon de rivière pêché par son fils, un fromage brun, d'Unrodal, une soupe traditionnelle. Dans chacun des aliments qu'elle va nous présenter, il y a un morceau de sa région et une part d'un héritage qu'elle chérit plus qu'elle-même et au-delà. C'est un soleil, Layla, et elle ne compte pas son temps. La cuisine connecte les histoires et les émotions. Vous savez, autour de ces aliments, il y a toute une vie locale. Je ne suis pas la meilleure des cuisinières, mais je sais parler de ces produits. Je me fournis chez les petits producteurs des environs. J'aime en parler, j'en connais la culture. Et c'est comme ça que les gens vous font confiance. Les gens savent qu'ici, je prends soin de nos traditions. C'est très important aussi pour les gens d'ici
de préserver notre héritage culinaire. Nous devons prendre soin de la culture des fermiers et de notre culture gastronomique. Je me sens au centre du monde. Je sens que j'appartiens à ce lieu. Je sens que j'ai une mission à remplir ici. Je regarde les montagnes. Je pense aux rennes. Je me dis que nous avons tellement de possibilités. Ici vivaient des familles. Dans une de ces granges, il y avait 27 chèvres, 2 vaches et en haut, des poulets. Et 2 cochons. Dans une autre grange, il y avait 5 vaches. Traire le lait était un travail de femme. C'était une honte pour un homme de traire le lait. Ok? Suivez-moi. Ici, c'était la maison pour faire le feu. On préparait tout ce qui nécessitait du feu. C'était comme une cuisine. Dans cette maison, on stockait la nourriture. Vous voyez qu'ici, la maison était surélevée pour que les rats et les souris ne puissent pas entrer. Ici, il y avait quelques marches et la clé de la porte était très grande. Et je sais qui gardait la clé. C'était les femmes. Otterness raconte le temps où l'herbe verte était de l'argent, où le beurre était l'or des paysans. Vous voyez la vie ici? Avec 12 enfants, le grand-père, la grand-mère, tôt le matin, ils nourrissaient les animaux. Ils allaient traire les vaches. La vie était comme ça avant. Il faut être fort pour vivre ici. Venez. Le monde entier vient visiter ce fjord à flammes. Grosse machine touristique. Je suis certaine que beaucoup souhaiteraient pouvoir profiter d'Otterness. De ce lieu et rencontrer nos traditions. Goûter notre cuisine. Vivre l'expérience de cette culture. Si nous endommageons son paysage, nous endommagerons les racines mêmes d'Otterness. Il est extrêmement important de prendre soin de notre héritage, de la manière dont nous sommes connectés à la nature et comment nous l'utilisons. Notre culture culinaire est une part très importante de notre identité. Si nous ne prenons pas soin de tout cela, alors nous ne prenons pas soin des gens.
les temps modernes. Les abeilles sont des créatures plutôt calmes et amicales. À l'école d'agriculture biologique d'Aurland, nous posons un pied dans le présent et un autre dans le futur. Spira Svendsen nous emmène en balade dans les différents espaces de ce lieu, tout en échangeant quelques mots avec Abdul-Jabbar Al-Amouri, un étudiant syrien. Ici, on tente de manière pratique de faire renaître un lien à la terre qui s'est détérioré avec le temps et crie à l'aide. Au jardin d'enfants, nos futurs héritiers pratiquent des activités extérieures et sont sensibilisés au rythme des saisons, à la vie animale, ainsi qu'à la notion de régionalité. La connaissance seule ne crée pas une relation avec la nature. Travailler la pédagogie en rapport avec la nature est fascinant, car vous initiez les enfants à une connexion profonde, émotionnelle. Ces enfants, quand ils deviendront adultes, auront développé un lien profond avec l'environnement. Ils s'épanouiront et protégeront ce qui leur est cher. De tout cela émergera une conscience de la nature et des adultes éco-responsables. C'est quelque chose que nous devrions faire davantage dans le futur. Aujourd'hui, les exploitations sont de plus en plus grandes et il est toujours plus difficile pour les agriculteurs de vivre sans un revenu complémentaire, à moins d'être un gros exploitant. Ici, nous enseignons aux étudiants comment travailler leurs produits afin qu'ils puissent les vendre eux-mêmes. Nous leur apprenons la vente directe, notamment dans les marchés agricoles. Nous avons aussi une boutique et ils peuvent donc observer sur place comment faire pousser, préparer et vendre des produits dans un circuit court. Ils pourront ainsi, même à petite échelle, générer assez d'argent pour vivre de leur production biologique. Les étudiants ont des projets et des ambitions variées. Certains pensent à reprendre la ferme familiale et la transformer en une exploitation biologique. Certains souhaitent acheter une ferme afin de produire à petite échelle et d'en vivre. D'autres désirent devenir autosuffisants. Enfin, certains expriment simplement un intérêt prononcé pour le développement durable et deviendront peut-être auteurs, journalistes ou s'engageront dans des organisations environnementales. Je vous présente, là-bas au fond, le responsable des fleurs. C'est Matthew, d'Angleterre. Tu as goûté ça? Non. C'est celle-ci ma préférée. Les consommateurs doivent aussi apprendre le coût réel de la nourriture. La Norvège est l'un des pays du monde où les gens dépensent le moins de leur budget en nourriture. Malgré que nous soyons un pays riche, nous dépensons très peu en alimentation. Notre idée ici, c'est comment utiliser les ressources depuis le fjord jusqu'au sommet de la montagne. Certains pensent peut-être que c'est une vieille tradition dépassée. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'agriculture pour le futur. La réconciliation. Il ne faut pas que les plantes gèlent. L'agriculture pour le futur, l'agriculture du futur, ou le projet d'infuser une conscience en rebâtissant sur la connaissance, la science, la collaboration, les saisons et le temps long. Spira nous confie qu'elle ne vient que trop rarement voir les animaux, que cela lui manque. Elle s'offre spontanément un moment d'échange.
Vi ses om ikke lenge sikkert. Ha det bra. Ha det bra. Vi ses snart sikkert. Angela kommer om en uke. Bonjour. Jennifer is wearing Jennifer porte un foulard du Guatemala qui fait partie des traditions de son pays. Une des choses magnifiques à Orlando et dans cette école, c'est qu'il laisse un espace d'expression à d'autres cultures et leurs traditions. Je suis venu ici pour l'école. Je suis arrivé en 1989. Je me suis installé en Norvège en 1986. Et j'ai épousé la femme qui est responsable du jardin d'enfants. Nous avons démarré ce jardin d'enfants quand nous sommes arrivés à l'école. C'est un lieu de travail fascinant. Des étudiants très motivés et un plaisir fantastique à travailler avec les plantes, les animaux et les êtres humains dans la nature. Des gens soucieux de faire pousser de la nourriture de qualité avec ce que la nature nous offre. J'aurais dû amener de l'hydromel en offrande au vieux chef. Comme vous voyez, il y a un site funéraire ici, un autre là-bas, un peu plus haut, un autre ici, et aussi le grand là-bas. Celui en dessous de moi et encore un cinquième là-bas. Cela prouve que ce lieu a dû être une très grande ferme pendant très longtemps. Car ceci est le tombeau d'un très grand chef. En 1349, la peste noire arriva en Norvège, à Bergen. Dans cette région, il n'y eut que 7 survivants. Tous les autres périrent. À Gudvangen, il n'y eut aucun survivant. Mais ici, 7 survécurent. Ils vinrent des alentours et se rassemblèrent autour de cette pierre. Ils posèrent probablement leurs mains dessus, comme ça, en priant qu'on les sauvât. Et l'histoire raconte qu'ils survécurent. Il fallut beaucoup de temps avant que les gens viennent à nouveau s'installer ici. C'est un lieu sacré. Certains disent que Gudvangen est au milieu de nulle part. Et nous répondons, oui, Gudvangen et Orlando sont au milieu de la Norvège. Et le terme milieu signifie central. C'était un lieu central. Et nous voici donc rassemblés, infusant les temps de notre présence, nous, les tribus de la mer, ici rassemblés, comme depuis toujours, depuis toujours. Nous sommes les hommes du Nord. Nous avons traversé le temps, et une nature primitive imprègne nos souvenirs. Les dieux habitent nos cœurs, et nous vivons une vie simple. Il y a ceux venus de nombreux horizons, et nos cœurs battent à l'unisson. Nous sommes ce que nous étions, et nous le célébrons. Tout est calme dans la vallée des Vikings.
Départ vers le nord, vers de nouvelles latitudes. Nous faisons route vers Tromsø. Nous dépassons le cercle polaire. Le mouvement de l'homme, du sud au nord, quand il découvre de nouveaux espaces fertiles où s'installer. Le printemps semble prendre de plus en plus de retard. Des dizaines d'îles et blocs rocheux émergent de l'eau sur une mer omniprésente. Quelques pêcheurs s'aventurent en mer, malgré un temps brumeux et incertain. Sur ces côtes, ils furent et sont encore des milliers à baser leur vie sur la pêche. C'était le cas des parents et grands-parents de Kurt. Il aime se remémorer le temps de l'enfance, quand lui et son frère furent imprégnés par les vagues de la mer et par la vision du poisson au bout de la ligne, qui deviendrait leur pain quotidien. Aujourd'hui, Kurt n'est pas pêcheur, mais il emmène les visiteurs en mer et leur fait ressentir le Grand Nord avec le sourire. Vous ne le croirez pas, mais la haute saison dans cette région, c'est l'hiver. Quand nous gelons, vous autres, vous débarquez. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et certains sont dingues, ils veulent se baigner dans la mer. Ils me demandent de m'arrêter. Ils me demandent si j'ai des serviettes. Je dis oui, j'ai des serviettes. Je stoppe le bateau et ils plongent. J'ai grandi à la campagne et je suis donc très connecté à la nature. Je suis très détendu quand je suis dans la montagne. Quand vous êtes dans la poudreuse, seul ou avec des amis au sommet de la montagne, avec un peu de pain et du chocolat chaud, c'est beau et vous êtes totalement libre. Puis vous glissez sur la neige et c'est le meilleur moment. Vous dessinez des courbes dans la neige et c'est superbe. Sur le rivage, vous pouvez voir une maison blanche, une rouge et une autre petite rouge. Depuis longtemps, les pêcheurs disposaient d'un bateau à rame, parfois avec un petit moteur à l'arrière. Et ils s'engageaient dans le fjord, pêchaient le poisson, et ces maisons étaient les leurs. Une petite maison d'habitation, une plus grande pour les vaches, les moutons ou les poulets pour nourrir la famille ou vendre de la viande. Et une autre pour la pêche. Mode de vie classique dans le Nord. Les maisons rouges et blanches demeurent, mais les temps ont changé et une pratique traditionnelle s'est transformée en industrie. Les bateaux de pêche traditionnels, qui peuplaient les côtes par centaines, ont progressivement vu s'installer des navires imposants, capables de pêcher toujours plus loin et par temps difficiles.
Des quotas de pêche ont été mis en place afin de réguler les importants volumes de ressources pêchées. Et l'industrie s'est réorganisée autour de ces quotas et de leurs propriétaires, plus ou moins importants et bien équipés. Aujourd'hui, les grands bateaux pêchent le gros du poisson loin des côtes. Les poissons s'engagent donc moins à l'intérieur des fjords. Avant, il y avait peut-être une centaine de petits pêcheurs. Maintenant, ils sont une dizaine. Il y aura bientôt ici une remontée mécanique, un hôtel et des chalets à vendre. Donc si vous avez beaucoup d'argent, venez et achetez une maison pour votre famille. Et venez vivre dans la paix, l'harmonie et la détente. Tromsø apparaît au loin. Bientôt, nous arriverons par la mer, comme il se doit, dans la ville que certains nomment la Paris du Nord, posée sur une petite île d'une dizaine de kilomètres. En plein hiver, les nuits y durent toute la journée. Les journées y sont donc des nuits qui durent toute la journée. Mais comme on y trouve aussi de jolis bateaux, des restaurants, une belle cathédrale, une université et quelques bâtiments un peu bizarres, alors on s'adapte avec plaisir. Et on se laisse transporter par une vision du monde positive et amusante. Ok. So... Historiquement, vivre en Norvège du Nord était synonyme de coopération. Nous étions peu nombreux face à une nature hostile. Il y avait beaucoup à faire. On ne pouvait donc pas se permettre d'être ennemis. Même si vous n'aimiez pas votre voisin, vous deviez tout de même aller pêcher avec lui sur le même bateau. Sinon, vous seriez mort. En Norvège du Nord, une règle importante est de ne pas se prendre au sérieux. Rire de son propre malheur est l'outil de survie le plus important. Depuis toujours et encore aujourd'hui. Quand nous sommes envahis par la neige, comme en ce moment, les gens disent « En effet, mais il y a très peu de moustiques. » C'est un moment de l'année très agréable. La neige a commencé à fondre. Il en reste encore beaucoup, mais sur le bord des routes, on peut voir que l'hiver a déjà abdiqué. Nous vivons avec l'hiver et nous l'aimons. Mais parfois nous en avons assez. Le bel été ensoleillé est donc un moment que nous chérissons. Dans le passé, cette rue était la limite entre la ville et la campagne. Mon grand-père venait sur cette colline faire du saut à ski quand il était petit. Tromsø a toujours été une métropole dans notre esprit. D'abord parce que Tromsø est tellement éloigné des autres villes de taille supérieure. Même si Tromsø est petite à une échelle globale, c'est la plus grande ville que vous trouverez dans la région. C'est une raison. L'autre raison, c'est que la ville a été peuplée de gens de beaucoup de pays différents. Ils se sont installés tôt, même s'ils étaient peu nombreux. Ils ont établi leur commerce et ont fait de Tromsø ce qu'elle est devenue. Le musée a été visité par plus d'1 million de personnes depuis que j'y travaille. Je n'ai pas serré les mains de tout le monde, heureusement.
Mais cela signifie que je dois avoir des milliers de façons différentes de raconter les mêmes histoires. Tout dépend à qui je m'adresse. Quand pensez-vous que le premier chewing-gum est arrivé en Europe? Saviez-vous que nous l'avons créé ici, en Norvège, il y a 3000 ans? Nous avons ici un chewing-gum fait de sève de bouleau. Il a été mâché par un enfant de 5 ans sur l'île de Melkoja, près d'Hammerfest, il y a 3000 ans. La sève de bouleau est sucrée, donc au goût, ça va. Elle est aussi antiseptique et bonne pour votre hygiène buccale. Mais la raison principale qui poussait les enfants à la mâcher est peut-être que les adultes la mâchaient aussi. Ils mâchaient la sève pour la rendre molle et s'en servir d'adhésif pour fixer les pointes sur les flèches. Comme nous pouvons le voir ici, sur ces flèches datant de l'âge de pierre. Permettez-moi de vous présenter une grande amie du musée. Voici Terella. Terella a la tête un peu creuse. À vrai dire, elle ne contient que du vide. Mais autour de la sphère en acier, à l'intérieur, nous pouvons créer des répliques d'aurores boréales dans un cosmos miniature. Et voilà. C'est très joli. Regardez ces lumières. Cette machine reprend le système expérimenté par le professeur Birkeland il y a plus d'1 siècle. Des vents solaires transportent leur flux de plasma vers la haute atmosphère terrestre. Au-dessus des pôles, les lumières illuminent le ciel. Les peuples du Nord ont toujours beaucoup parlé des aurores. Elles ont été observées par de nombreux peuples indigènes dans le monde, dont les Samis, ici présents. Ces 2 garçons, Samis, salut les garçons, admirent les aurores boréales la nuit. Les Samis nommaient ces lumières Gufshahas, qui signifie la lumière que l'on peut entendre. Ma grand-mère m'a toujours appris qu'il ne fallait pas faire signe aux aurores avec quelque chose de blanc, sinon elles descendraient et m'emporteraient. Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai tout de suite voulu essayer. Et je n'ai pas été enlevé. Je crois que les aurores et moi sommes restés bons amis. Nous gagnons l'intérieur des terres, au nord-est du pays. La mer est désormais loin derrière nous. Nous ne trouvons que du blanc et des reliefs un peu plus doux. Nous avons le sentiment que le printemps n'arrivera jamais. Bientôt, nous foulerons les plaines du Finnmark et rencontrerons ceux qui étaient en fait les premiers à vivre ici. Les derniers seront les premiers. Ils sont le peuple Sami. Ils ont nommé leur terre Sapmi. Plus tard, d'autres l'ont péjorativement nommé Laponie, issue de la racine lap, terme suédois signifiant porteur de haillons. Le soleil fait briller la neige et les voix Sami font résonner leur chant, le yoik, sur Kautokeino, une de ces 2 villes emblématiques. Un grand village aux quelques 3000 habitants.
Motokaino se réveille, au son des motoneiges. La semaine de Pâques commence et ce matin, le peuple sami va confirmer 6 de ses enfants au sein de l'église protestante. Ils ne portent pas des haillons, mais d'éclatants costumes. L'histoire du peuple sami est celle d'un peuple indigène, de pêcheurs et d'éleveurs de rennes, le plus ancien d'Europe du Nord. Au cours du XVIIe siècle, il vit ses croyances surnaturelles et animistes mises à mal par une intense évangélisation. Puis, à la fin du XIXe siècle, il y eut l'instauration du programme de norvégianisation par le gouvernement central de Norvège. La langue sami fut interdite à l'école et beaucoup, dans le pays, virent le peuple sami comme une minorité d'handicapés mentaux, un peu fous. Ce n'est que dans les années 80 et 90 que le peuple sami obtient enfin une reconnaissance officielle, un parlement et des excuses tardives du roi Harald V. Aujourd'hui, la langue sami est à nouveau enseignée et les nouvelles générations, longtemps privées de leur culture, se la réapproprient peu à peu. La nouvelle génération se rassemble autour des fondamentaux de sa culture. Elle va être initiée au yoik, le chant traditionnel des ancêtres. Lors d'un yoik, le chanteur évoque l'essence d'une personne, d'un animal ou d'un lieu. En résulte un portrait musical propre à son destinataire. Les chamans samis lui superposaient le son du goavdis, le tambour magique. Sur ces battements répétitifs, ils atteignaient la transe et communiquaient avec les esprits. Le tambour était une porte vers le monde des âmes. Les missionnaires, plus tard, nommèrent le yoik « chanson du diable », l'interdirent et brûlèrent la plupart des tambours. Mais aujourd'hui, il renaît. Une prétendue honte redevient une fierté. Midi, moins 15 degrés. L'immense lac Suopatiavri est encore recouvert d'une épaisse couche de glace. Des visiteurs curieux se mélangent aux locaux et viennent profiter de cette température relativement clémente pour prendre un bain de soleil en famille. Chacun s'est bien couvert et a amené une longue peau de renne pour s'asseoir au chaud. On brise la glace et on fait la course aux plus gros poissons, sans se presser.
Nous pensons à la maxime répétée partout dans le pays. Il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais équipements. Nous pensons aussi à un temps, pas si lointain, où aucune route bétonnée ne traversait ces immenses espaces. Un temps où les hommes portaient d'autres vêtements. Ils se rendaient ici, sous les températures impossibles de l'hiver, et perçaient la glace avec d'autres outils. Qui gagnera le concours? Peu importe. La prise a été mince aujourd'hui. Regina Yuls est au travail devant son immense fresque, l'œuvre dont elle a toujours rêvé. Quand elle la terminera, un jour, le décor de sa vaste galerie sera achevé. Ce sera la fin d'une construction débutée dans les années 50 sur les hauteurs de Kotokeino, quand ici non plus, il n'y avait aucune route. Regina était partie d'Allemagne, son pays natal, suivant un irrépressible désir de migration qui l'emmena à la rencontre des éleveurs nomades de Sapmi. C'était son rêve, et il fut exaucé. Son histoire est une histoire d'intégration, de collaboration et de frontières abolies. Avant d'avoir des vaches, les humains avaient des moutons. C'est un animal merveilleux et éternel. Quand un concert a lieu ici et que le coq crie « Cocorico » en plein milieu de Beethoven, alors, à cet instant précis, tout se connecte, l'art et la nature. Je voulais partir le plus loin possible et me rendre dans un village lapon, afin de voir de mes propres yeux comment vivent les humains quand ils vivent de la nature, dans la nature et en harmonie avec elle. Je souhaitais rencontrer une famille nomade, que j'assisterais dans n'importe quelle tâche. Je leur ai dit, je ne sais pas faire grand-chose, mais je ferai tout mon possible. Mais bien sûr, le travail était énorme. Nous avions 7 rennes, avec des traîneaux, reliés les uns aux autres. Il fallait gravir une montagne, puis la redescendre. Parfois, un traîneau se détachait et il fallait le ramener dans l'attelage. C'était un sacré boulot. Mais ma famille me regardait comme ça et me laissait me débrouiller. Parfois, je devenais impatiente et je leur disais « Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'extérieur, dans le reste du monde. » Et ils me répondaient « Le reste du monde, le monde est ici. » J'ai pensé, ça y est, c'est ça que je cherchais. Cette éternelle immensité, cette faible présence humaine, ce silence. À quelques pas seulement de ma maison,
Je peux me tenir là, quelque part, et penser peut-être que personne n'a jamais mis les pieds ici. Ici même. Je peux me dire ça. C'est une pensée formidable. Les familles Sami possédaient des bijoux qu'ils avaient récoltés lors d'échanges et de déplacements. Mais avec le temps, ces objets d'argent s'usaient et les Sami ne disposaient de personne capable de les réparer. Ils demandèrent alors à Regina et son mari de devenir leurs orfèvres. Tous deux n'avaient aucune expérience dans ce domaine, mais acceptèrent finalement avec enthousiasme, désireux de trouver leur place au sein de ce peuple qui les avait intégrés. Quand ils ouvrirent leur premier atelier, qui deviendrait avec le temps la galerie d'aujourd'hui, le succès fut immédiat. Les Sami faisaient la route de Suède, de Finlande et des villages alentours. Aucun d'eux n'avait eu auparavant d'orfèvre, mais tous partageaient le plaisir de porter des objets uniques. Une fois que nous avions fait ce travail, nous avons demandé aux gens, « Dites-nous maintenant ce que vous trouvez réellement beau. » Ils répondirent, « Vraiment? Comment ça? Oui, dites-nous ce dont vous avez toujours rêvé, pendant ces centaines d'années, quand vous n'aviez pas d'orfèvre. » Et voici ce que nous avons créé pour eux. Nous nous asseyons dans ce coin avec nos clients et nous discutons ensemble. Ils avaient un bout de papier et tout en s'excusant de ne pas savoir dessiner, ils nous faisaient part de leurs idées. Nous répondions, « Vous voulez dire comme ceci ou bien comme cela ?» C'est une magnifique collaboration avec le peuple Sami. Ce que nous essayons de faire, c'est de lire à l'intérieur de leur cœur ce qu'ils désirent vraiment. Je sers la beauté tant que je n'ai pas terminé et que je me réveille délivrée. Je transmets alors la nouvelle pièce de joaillerie aux mains de nos bienveillants employés. Le modèle va être reproduit au plus proche de l'original. Certains voient des formes abstraites d'oiseaux ou de bateaux dans ces bijoux. Et ce n'est pas faux. Bien sûr, ce ne sont ni des bateaux ni des oiseaux. Pas du tout. Mais pourquoi est-ce que je crée des choses qui ressemblent à des oiseaux ou à des bateaux ? Maret Ansara est issue d'une famille d'éleveurs de rennes. Elle fut un temps journaliste. Mais les enjeux politiques sur l'exploitation des ressources qui menacent actuellement le mode de vie du peuple Sami l'emmenèrent ailleurs. Aujourd'hui, pour faire porter sa voix, elle
Marette a choisi l'art. J'avais le sentiment que ma voix de journaliste ne serait pas assez forte dans ce combat que je voyais arriver. Et je pense que l'art est une arme puissante. Mais mes dessins ne sont pas... Je ne cherche pas la beauté. Un jour, un visiteur a qualifié mes images d'horribles et belles à la fois. C'est une très mauvaise traduction, mais c'est assez vrai. Difficile de dire si elles sont horribles ou belles. Sur celle-ci, la flamme sur le gâteau est celle d'Hammerfest, qui est la ville principale pour les industries du gaz et du pétrole en Norvège. Mais c'est aussi notre site le plus sacré pour les rennes. C'est là qu'ils donnent naissance à leurs petits. Le collectif Daidadalu n'est pas politique en soi. Il s'agit plus d'un centre artistique ou d'un collectif que nous avons lancé pour que les artistes puissent rester, s'épanouir et travailler ici, à Sápmi, afin que nous ne partions pas ailleurs. D'une certaine manière aussi, nous définissons l'art moderne Sámi, car nous sommes nombreux ici à créer, à commenter et à enquêter sur la société d'aujourd'hui. C'est en ce sens que pour moi, la pensée indigène est vitale aujourd'hui, car elle peut nous inspirer et faire renaître une conscience globale. Un des frères de Marette s'appelle Jøfset. Il avait à peine 20 ans quand il a pris la relève de l'élevage de rennes, en créant son premier troupeau. Il porte l'héritage culturel de son grand-père et de sa famille, traversé par la conscience de s'inscrire dans une tradition ancestrale. L'élevage de rennes n'est pas qu'un travail. C'est un mode de vie. C'est notre vie. C'est aussi simple que ça. Notre famille a pratiqué l'élevage sur les mêmes terres depuis toujours. Nous avons nos pâturages d'été sur une île près de l'océan. Et nos pâturages d'hiver ici, dans les plaines du Finnmark. 250 km séparent les deux. Jøfset est devenu un symbole du combat actuel du peuple sami pour la préservation de son mode de vie. Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement norvégien, qui en parallèle multiplie les projets d'extraction de ressources dans le Finnmark, répète à la population que les rennes, trop nombreux, dégradent la toundra et mettent en péril un écosystème et un élevage durable. Il ordonne par décret l'abattage de rennes par quota afin de réduire leur population, en imposant un pourcentage à abattre par éleveur, indépendamment de la taille du troupeau. Comme d'autres, Jøfset est alors ordonné d'abattre une importante partie de son troupeau, pourtant déjà très petit, avec moins de 200 bêtes. Il décide d'emmener l'affaire au tribunal afin de défendre ses droits indigènes. Il gagne par 2 fois, puis l'affaire est renvoyée à la Cour suprême, où Jøfset est finalement condamné à réduire la taille de son troupeau. Avec le peu de rennes qu'on me propose de garder en vie, mon activité comme celle d'autres éleveurs deviendrait pratiquement impossible. Actuellement, je suis le principal éleveur dans ma famille. Si j'arrête, c'est notre famille entière qui arrêtera. Et notre histoire disparaîtra. Jøfset souhaite désormais porter l'affaire devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et il refuse d'abattre ses rennes. En forçant mon frère à arrêter, non seulement il le prive de son mode de vie, de son revenu et de sa culture, mais il me prive moi aussi et toute notre famille des droits dont nous avons hérité
et que nous ne récupérerons jamais. C'est le sujet de mon projet Pile au Sapmi. Il fait référence à cette ancienne stratégie coloniale au Canada, au milieu du 19e siècle, lorsque les colonialistes blancs ont décidé qu'au lieu d'avoir le sang des natifs sur les mains, il suffisait de tuer les bisons. De cette manière, les natifs seraient obligés de partir, car ils n'auraient plus de quoi survivre. Bientôt quelques degrés de plus, et le printemps, puis l'été, arriveront. Ils seront un peu plus chauds que l'an passé. L'armure de glace recouvrant la rivière Kotokaino, elle, se dissipe déjà, un peu plus tôt que l'an passé. Les rennes s'apprêtent à entamer leur migration vers les côtes, plus au nord et à l'ouest. Mais sur cette route, depuis toujours glacée et praticable en cette fin d'hiver, ils trouveront peut-être, ici et là, des sols friables et imprévisibles, trompant leur instinct. Dans ces eaux dégelées, peut-être croiseront-ils aussi avec stupéfaction des objets venus d'ailleurs, refoulés par les eaux ou libérés par les glaces. Nos objets artificiels. Ils ne comprendront pas. Les musées sont des lieux d'héritage. Et quand nous pensons à l'héritage culturel, nous pensons à des merveilleux objets du passé à la valeur immense et qu'il convient de préserver. Mais cette exposition concerne tous les déchets, toutes les ordures que nous laissons derrière nous, et particulièrement le plastique qui pollue nos océans et nos plages, ici dans le Nord. Voilà probablement l'héritage culturel que notre génération va laisser dans le futur. C'est pour cela que nous présentons cette exposition, afin de poser la question, est-ce cela que nous souhaitons laisser derrière nous ? Les mots de Père Helge rappellent ceux prononcés par Laila dans la vieille ferme d'Otterness. Soignons notre héritage, et nous nous soignerons nous-mêmes. En d'autres mots, créons les conditions permettant à nos histoires de s'écrire, et soignons le cadre qui leur permet de se maintenir en vie et de respirer. Il y a plus de 60 ans, Regina Jules partit à la rencontre de son rêve d'immensité blanche dans les plaines du Finnmark. Elle le rencontra, et plus encore. Quand elle croisa celui qui deviendrait son mari, Frank, ils inscrivirent tous deux leur vie dans la légende du Grand Nord, où l'on trouve ce que l'on n'attend pas. Mon futur mari avait construit un petit chalet, et il était très heureux. Il lui manquait une seule chose, une femme. Alors son entourage et ses amis samis lui dirent en parlant de moi. Frank, tu dois être malin. Va la trouver. Essaye de faire sa connaissance. C'est maintenant ou jamais. Alors, à chaque fois que nous passions devant son chalet, il se tenait debout, devant sa porte, et disait calmement « Bonjour mesdames, puis-je vous proposer une tasse de café bien chaude ?» Dans sa maison, il y avait peu d'objets, mais ils étaient tous fabriqués de sa main d'artiste. Je pensais, mon Dieu, un tel homme existe finalement. Je crois que je prendrais bien une tasse de café avec lui. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avions beaucoup de choses à nous dire, beaucoup. Mais après quelques jours, je dus partir, car ma famille d'accueil ne vivait pas ici dans le village, mais beaucoup plus loin dans les montagnes. Mais plus tard, quand nous sommes redescendus dans la vallée, qu'ai-je trouvé au bureau de poste ? 23 lettres épaisses, une pile comme ça.
J'étais très impressionnée. Et quand je suis retournée le voir, Frank avait créé un jardin. Il avait fabriqué une terrasse. Il avait rendu sa maison chaleureuse. Il avait construit de nouvelles fenêtres. Il avait tout repeint. Il avait fait tout ce qu'il est possible de faire pour la rendre jolie, dans l'espoir qu'un jour je vienne le voir. Mais il n'en avait aucune garantie. J'étais vraiment stupéfaite. Ce jour-là, je suis tombée amoureuse. Elle tomba amoureuse sans s'y attendre, Regina. Un jour, elle laissera à ses enfants des objets multicolores et des bijoux aux formes abstraites. Mais quand la nuit tombera au-dessus de sa galerie, c'est son histoire aux accents de légende qui hantera les plaines pour un temps indéterminé. Une richesse intangible et intouchable, la sienne. L'or a souvent changé de couleur en Norvège. Il fut métallique lorsque les Vikings assemblaient leurs bateaux. Il fut le beurre doré des paysans. Il fut l'hydroélectricité fournie par les cascades. Puis il fut l'or noir. Le pays bascula dans une richesse extravagante. Grâce aux revenus du pétrole accumulés en quelques décennies, la Norvège dispose du luxe de pouvoir opérer une transition vers la préservation et l'apaisement, si elle le souhaite. La mystique de ses décors et la conscience de ses habitants peuvent imprimer le monde d'une nouvelle lumière. Bientôt quelques degrés de plus, et bientôt moins de ressources naturelles qui ne nous appartiennent pas. L'héritage culturel, lui, nous appartient, sans réserve et sans frontières. C'est notre premier or. Il est de toutes les couleurs et de tous les temps. Retour dans le sud, à Oslo. Quelques heures à passer et nous rentrerons. Dans ce moment d'attente, nos formes artificielles nous apparaissent désormais comme les images fantomatiques d'un temps incertain. Nos ombres, sur la pierre, se perdent dans un labyrinthe de bruit et de désordre et cherchent inlassablement. Mais quoi? Les ombres de Gudvangen, elles, ont déjà trouvé. Cette terre est la nôtre, et nous y vivrons simplement. Les trolls et les fées, eux aussi, vivent ici. C'est notre cœur, notre terre, notre mère. Les années passent, et nous continuons à vivre, à bouger, à fabriquer, à cuisiner, à partager. Purs dans nos cœurs, des larmes de rire, la joie et la mémoire résonnent en nous. Nous sommes ici et le serons toujours. Et dans les profondeurs de la vallée, dans son cœur, j'entends les âmes vikings crier, hurler de toute leur force. Nous resterons ici, nous resterons à jamais. Car cette terre est viking, c'est ici que nous vivons. La vallée des Vikings sera pour toujours. Et toutes les âmes, des enfants, des innocents ou des fous, nous resterons ici, maintenant et pour toujours. Nous sommes Vikings. Le Skald a parlé. Je comprends mieux maintenant.